Mesdames et messieurs, après 2 jours de conférences riches en couleurs, c'est maintenant un nouveau format qui vous attend, les talk shows. Comme son nom l'indique, un talk show, c'est un show où on parle. Et la jeunesse marocaine aujourd'hui a besoin de parler. Mais parler pour être entendue, parler pour être comprise, et surtout parler pour amener l'action. Les jeunes que nous allons accueillir aujourd'hui ont choisi de s'exprimer également, mais chacun choisit de s'exprimer à sa manière. Certains optent pour des méthodes très traditionnelles et d'autres trouvent dans l'expression de leur opinion une manière d'affirmer leur créativité, leur engagement, bref, leur présence. Et donc, comme je l'ai dit, les jeunes que nous allons accueillir aujourd'hui sont plutôt dans la 2e catégorie. Ils sont ce qu'on appelle des influenceurs. Et le choix du titre de ces talk shows n'est d'ailleurs pas anodin, car en quelques clics, nos invités suscitent des déclics auprès d'une jeunesse avide de modèles et de tribunes. En effet, si la plupart se contentent de faire le buzz pour le buzz et de disparaître après 2 vidéos YouTube, nos invités, eux, ont provoqué des déclics durables auprès d'une jeunesse auprès d'une jeunesse qui prend la parole, une jeunesse qui s'assume sans complexe et s'exprime sans tabou. Alors je sais que c'est des talk shows, mais nous on va arrêter de parler, donc sans plus attendre, on va laisser la parole à nos invités qui vont essayer de vous exposer la pertinence de leur vision, la force de leur projet et aussi l'ampleur de leur parcours. Ces jeunes ont su faire la différence et donc je vais les laisser vous le prouver. Merci à tous. Donc bonjour à tous. Ah, il est pressé, mais bon. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'accueillir chaleureusement aujourd'hui Nezal Drissi, cofondateur d'Honorion. Pour ceux qui ne connaissent pas Honorion, c'est un webzine qui est spécialisé dans la promotion de la culture arabe moderne. Mais bien avant ça, nous allons revenir un peu sur le parcours de Nezal Drissi. Nezal Drissi, c'est un Marocain comme nous. Il est né à Rabat le 19 décembre 1992, si je ne me trompe pas. Il a effectué la majorité de son parcours scolaire au Maroc, dans les bancs de l'école marocaine, avant de s'envoler en 2012 à l'université Saint-Joseph, où il a effectué un semestre, ou plutôt une année de chance, c'est ça? Okay. Oui, dans un cadre de partenariat avec l'école EGE, l'école de gouvernance et d'économie. Après, c'est en 2012 où Nezal Drissi a eu véritablement le déclic et où il s'est allié avec 2 autres Marocains pour créer le site d'Honorion. Mesdames et messieurs, amis de l'AMGE, je vous laisse découvrir un peu plus profondément Nezal Drissi. Merci. Bonjour pour de bon. Comme a pu préciser Mounia, il me semble, en effet, j'ai fait mon parcours au Maroc, donc à Rabat. Et après le lycée, je suis resté au Maroc à l'école de gouvernance et d'économie. Ce qui correspond temporellement, c'est 2010. Donc en 2011, on sait tout ce qui s'est passé, les printemps arabes, il y a eu une effervescence incroyable dans le monde arabe. Et pas que dans le monde arabe d'ailleurs, dans d'autres pays, c'est-à-dire des pays qui sont liés à nous culturellement ou historiquement, comme la France ou comme l'ancienne puissance coloniale, et qui donc, au niveau médiatique mondial, ce qu'on appelle le printemps arabe a créé plus que des changements politiques. Il a créé une nouvelle façon de voir, il a changé la représentation qu'on avait de nous-mêmes, de notre pays, de notre culture et de nos arts. Et pour moi, ça c'était important, et donc j'ai été engagé. J'ai participé à ma petite échelle à certains événements, donc on a créé une association, j'ai rejoint une association qui s'appelle Cap des Mains. Je suis passé un peu par la politique, le militantisme, et je me suis retrouvé en 2012 dans les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, les médias alternatifs.
Et à cette époque-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec, pour ceux qui connaîtraient artistique.ma ou caseta.ma. Donc j'avais travaillé avec eux sur des petites collaborations. Et j'avais beaucoup aimé. Et comme j'ai tendance à dire, je sais faire qu'une seule chose, c'est écrire. Donc j'aime bien écrire. Et forcément, à un moment, l'idée a germé avec Youssef Al-Oudabi, qui était à l'époque le rédacteur en chef de Caseta, et Soufiane Sebeti, qui était le rédacteur en chef de Artistique. L'idée, c'était de créer un média qui nous soit propre et qui revienne donc sur cette effervescence, sur cette... pas en mode orientaliste où on serait vraiment dans un regard extérieur et un peu condescendant et très... c'est-à-dire européanisé sur des cultures arabes, mais un regard interne, mais qui soit jeune à la fois, qui ne soit plus celui des médias qu'on connaît, c'est-à-dire de l'opinion, du matin et des choses comme ça, qui représentent malheureusement une grande partie de la fabrication d'opinion au Maroc. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un média qui nous soit propre et qui parlerait de ça. Donc, j'ai pas de diapositive, j'ai l'habitude de retourner pour dire ce que je veux dire. Mais donc, voilà, c'est l'idée, c'était de sortir du carcan médiatique traditionnel et d'aller vers une nouvelle façon de voir les choses et d'écrire les choses et de les représenter surtout. Parce que quand on demande qu'est-ce qu'En Orient, il y a deux réponses. Il y a la réponse simple, En Orient c'est un magazine sur la culture arabe moderne. Ok, donc ça c'est une réponse qu'on peut donner en soirée à quelqu'un qu'on rencontre et qui va donner une carte visite. Il y a une autre réponse qui est plus complexe, qui est celle de la démarche, qui est celle du fonctionnement, et qui est celle du pourquoi, de pourquoi faire ça et comment on le fait et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Au-delà de juste dire oui, moi je vais parler de Mouchra Leila parce que c'est un groupe que les gens aiment bien, ou je vais parler de Oba Spirit parce que c'est un groupe mythique. Donc il y a une vraie démarche derrière qui n'est peut-être pas scientifique, mais qui est au moins une démarche consciente. On veut véhiculer des valeurs et donc c'est ça ce que je vais essayer de vous. Je vais essayer de parler de ça aujourd'hui. J'ai peut-être pas la prétention de dire que je suis prescripteur ou influenceur, mais au moins de partager l'expérience médiatique qu'on a pu créer à travers En Orient. Donc on est parti d'un constat qui était qu'il y avait beaucoup de problématiques au Maroc et ailleurs dans le monde arabe qui étaient formulées, mais qui n'étaient pas forcément bien formulées, qui étaient même tues par les médias traditionnels. Donc, les médias traditionnels, c'est les médias papier en général et leur déclinaison sur le web également, qui sont le fait de gens qui n'ont pas forcément les mêmes vues que nous sur certaines choses. Je vais prendre un exemple, quand Oba Spirit a été créé au début des années 2000, il y a une chanson très célèbre qui s'appelle Kalar, où on entend un acteur, je ne sais plus qui, dire hip-hop machidialement. Et donc, c'est vraiment conservateur, il y a une espèce de rejet de ces nouvelles cultures. Donc, nous, on s'est dit, on est jeunes, on a tous 20 ans, on est tous étudiants, et on a tous cet attrait pour l'écriture et pour la musique, pour le cinéma, pour l'art contemporain, pour beaucoup de choses. On va faire Donc, il s'agit de traiter d'une problématique qui est très fragmentée dans les médias, en fait. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans tel magazine un article sur tel groupe, sur tel film, sur tel cinéaste qui a fait un court-métrage, mais c'est fragmenté et il n'y a pas une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans des médias généralistes, on traite de problématiques particulières. Et donc c'est là qu'intervient En Orient, c'est de rassembler ces fragments et d'en faire quelque chose qui tienne la route, qui soit cohérent et qui ne soit pas juste une compilation de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. C'est vraiment d'avoir une ligne éditoriale qui soit complète. Et donc, c'est là qu'intervient la démarche, pour moi, et c'est là qu'intervient le fait de donner à ces nouveaux acteurs de la scène culturelle, parce que c'est ça dont il s'agit, une visibilité dans les médias, une visibilité pour des gens qui ne disposent pas des relais médiatiques, parce qu'ils ne connaissent pas, parce que le journalisme c'est beaucoup ça, c'est beaucoup d'amis, c'est beaucoup enfin dans le monde professionnel en général, donc il faut connaître les gens, il faut avoir des relais, et ces gens-là n'en disposent pas forcément. Donc nous on s'est dit, on est jeunes, ces gens-là sont jeunes, autant faire quelque chose ensemble et les aider, et ils vont nous aider également, parce que c'est de nos c'est un cercle vertueux. Donc voilà. Et cette visibilité, comme je l'ai dit, elle doit être exprimée à travers un regard qui est contemporain, et pas celui d'une génération qui a intériorisé des valeurs et des concepts qui ne sont plus en hasard avec les valeurs, enfin avec la jeunesse. C'est-à-dire que pour moi, un éditorialiste à l'économiste, pour prendre un exemple, disons Nadia Salah, n'a pas les mêmes vues que nous sur beaucoup de problématiques. Et c'est tant mieux parce que forcément, on n'est pas de la même génération, elle a l'expérience, on a la fraîcheur et la jeunesse, donc on est parti de là. Sur des sujets sociétaux, politiques ou culturels, on va donner des points de vue qui vont être parfois radicalement différents de ce qu'on connaît dans les médias traditionnels. C'est-à-dire,
dans ceux qui ont une grosse audience, c'est-à-dire on peut parler des médias traditionnels au sens l'opinion le matin et la SNRT ou au sens de Express et de Viva Presse et des choses comme ça qui, ou même Tel Quel, ou même H24, qui restent des journaux, qui restent du traitement médiatique. Donc nous, on n'est pas dans une démarche journalistique, on est dans une démarche où on est dans un webzine au sens années 80 du terme. On est des fans, on aime des choses, on les écrit, et c'est tout. On n'attend pas de compte, on ne rend compte à personne, on n'a pas d'annonceur, on n'a pas de publicité, on n'a pas de commanditaire, on écrit parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on écrit sur des choses qui nous plaisent. Mais en même temps, c'est pas une liberté totale parce que créer un média, surtout un média sur un sujet qui est aussi sensible et aussi complexe que l'Orient. Donc l'Orient, je reviendrai plus tard là-dessus, c'est une notion qui est très complexe, qui est très... c'est marcher sur des œufs quand on parle de l'Orient. Ça implique des choix rédactionnels et ça implique de créer une ligne éditoriale, ça implique de devoir justifier des choix, a priori ou parfois a posteriori, parce que nous aussi on est dans une démarche où on apprend, on fait des choses nouvelles et pour nous aussi c'est nouveau. Donc des fois on justifie des démarches a posteriori alors que parce qu'on nous a attaqué dessus, parce qu'on nous a dit pourquoi vous avez fait ça. Et c'est là qu'intervient vraiment cette conscientisation professionnelle de la chose, où on est à la fois des fans et des jeunes qui faisons un projet bénévole, et à la fois on porte une responsabilité parce qu'on est lu et que nos lecteurs s'attendent à ce qu'on parle de certaines choses, surtout quand on prétend s'appeler Honorient et qu'on prétend parler de la culture arabe urbaine. Donc cette responsabilité éditoriale, elle implique des choix. Donc le premier d'entre eux, c'est le nom. Comment on va s'appeler? On veut parler de la culture arabe, qu'est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire que le nom, ça va être la première barrière. Donc on avait commencé sur des choses totalement... On avait commencé par exemple par de cool arabe, donc l'arabe cool. Et ça, c'est une idée qui avait été lancée en l'air pendant un café, pendant qu'on préparait un peu les documents, tout ça. Sauf que de cool arabe, en fait, au bout de 10 jours, on s'est dit, voilà typiquement le nom sur lequel on va être attaqué, parce qu'on veut parler de monde arabe, et le monde arabe, au-delà du vocable arabe, c'est tellement de choses. C'est la culture berbère, c'est les outils au Yémen dont on beaucoup parlé, c'est les Druzes au Liban, c'est une complicité incroyable. Donc le mot arabe ne rend pas justice à la diversité de l'Orient, de l'Orient en tant que contrée imaginaire rêvée par les orientalistes français du XIXe siècle, ou en tant que construction linguistique, religieuse, c'est-à-dire que... donc cette délimitation du champ des possibles de ce dont on va parler, c'est la première responsabilité du média, Honorient. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, je vais essayer de parler de Honorient en tant qu'expérience personnelle, mais je vais aussi essayer d'avoir un truc un peu plus thématique, où je vais parler des médias en général, et de si un jour l'un d'entre vous a envie de créer un média, des erreurs qu'on a faites, de comment on a fait ça. Donc, et c'est un sujet qui est passionnant, parce que les médias, au final, c'est donner une tribune à des gens qui n'en ont pas. Surtout en 2015, où le coût d'entrée est nul, en fait. On a besoin de 0 dirham, de 0 € pour créer un site web et donner son point de vue sur des sujets. Donc, pour moi, un média, c'est vraiment l'outil parfait pour des jeunes pour s'exprimer. Donc, premier choix, le nom. Du coup, l'arabe, non, parce que voilà, c'est connoté, on exclut une grande partie de notre culture et on se fait attaquer de tous les côtés, surtout quand on prétend être né de l'effervescence des printemps arabes. Donc, forcément, ça, c'est le premier choix. Donc, Honorient, c'est un anglicisme, donc sur, Orient, l'Orient. Donc, on va parler de l'Orient. Et c'est assez clair comme ça. Sauf que l'Orient, là encore une fois, c'est un choix éditorial, c'est un choix linguistique, c'est un vocable qui n'est pas neutre, qui est connoté, parce que l'orientalisme en tant que discipline scientifique, c'est quelque chose qui est mal vécu par nous dès lors qu'on a un peu de conscience, je dirais pas nationaliste, mais marocaine d'anciens colonisés, donc forcément, c'est quelque chose qui joue. Et donc là, ça ne se justifie plus simplement par... on ne peut plus simplement justifier nos choix par un vocable qui est l'Orient, mais on doit justifier par une ligne éditoriale qui soit cohérente. Et donc parler de choses qui vont être à la fois très larges dans le traitement, mais aussi très spécifiques dans la manière de le faire, dans la manière de le percevoir. Donc par exemple là, si on peut passer sur cet exemple, typiquement, c'est pas grave. Donc Tropical Camel, en fait, c'est un DJ israélien. Et là, typiquement, c'est un sujet qui est difficile, très sensible, parce que Dan, c'est un groupe palestinien. Donc, pour être Tropical Camel, c'est un DJ israélien qui est signé sur un label ici à Paris, qui s'appelle Chouka, il fait de la musique électronique. Pas très grand public, c'est de la grosse techno qui fait mal aux oreilles. Mais typiquement, lui, il a une démarche artistique qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un DJ qui va juste reprendre des codes
musicaux occidentaux, pour dire ainsi, c'est-à-dire de la deep house, de la deep tech, des choses qu'on connaît, mais il va reprendre il va reprendre du Muslim Goes, et c'est quelqu'un qui critique par exemple à l'égard de la société israélienne. Donc tout ça c'est des sujets dont je ne peux pas m'attarder dessus parce que chaque article, chaque personne dont on parle, ça relève d'un traitement particulier au niveau de chaque rédacteur. Mais ça vous donne une idée de la largeur dans laquelle on peut se projeter et des choses qu'on peut faire. Donc, premier exemple. Donc, après, je vais revenir à mon plan pour que ce soit plus cohérent. Donc ensuite, pourquoi Au Orient? Parce que Au Orient, comme tout média, c'est avoir une voix, une représentation. Et on ne va pas mentir en disant qu'on n'a pas surfé sur une certaine vague qui était née pendant les printemps arabes. Et parce que forcément, ça nous plaisait aussi. On se disait, moi j'aime bien la musique arabe, j'aime bien écouter du Monsieur Leila, j'aime bien voir un film marocain qui soit bien réalisé avec une bonne image, un bon mixage sonore et des choses comme ça. Et ça, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Donc on s'est dit, on va faire ça. Et au fur et à mesure, ça a évolué parce qu'on n'a plus parlé que d'art et de culture. On s'est mis à faire des tribunes, on s'est mis à parler de politique éducative, de politique culturelle, des choses qu'on n'a pas forcément dans les médias. C'est-à-dire que c'est pas en allument deux ailes qu'on va voir quelqu'un disserter sur la majorité dans la société marocaine, c'est-à-dire dans la prise en compte des jeunes artistes dans la politique culturelle marocaine, dans l'offre publique marocaine de culture. Et du coup, c'est forcément très gratifiant en tant que jeune de voir que les articles qu'on écrit sont lus, sont partagés, et ça permet aussi de voir qu'il y a une jeunesse qui est intéressée par ces choses-là et l'ancienne génération n'a pas ce monopole, et que c'est à nous aussi de prendre les devants, d'en parler, de ne pas attendre qu'on vienne nous prendre par la main et nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, et de nous filtrer. Et donc c'est ça qui est intéressant avec Au Orient, c'est qu'en tant que média web, on n'a aucun filtre, on n'a aucune, pas de censure, pas censure je dirais, mais aucune barrière à l'entrée dans nos articles. Chaque rédacteur est libre de ce qu'il écrit, et tant qu'il rentre dans la ligne éditoriale. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de passer à des débats qui ne sont plus les mêmes. Et là je vous donne un exemple dont pour moi j'en suis le plus fier en tant que cofondateur et également en tant que ce que ça a pu apporter au Maroc, ou au moins à la ville de Rabat pendant quelques heures. C'était, si vous vous en souvenez bien, il y a un an, il y avait une poétesse palestinienne qui s'appelle Farah Shamma, qui a vu des gros problèmes à l'époque. Le Maroc avait une politique migratoire un peu étrange à l'égard des Syriens, des réfugiés syriens. Donc Farah Shamma, qui est une poétesse, qui écrit des poèmes, qui les enregistre et les met sur YouTube, devait venir faire une présentation à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Sauf qu'il s'est avéré que les autorités marocaines n'ont pas voulu lui délivrer le visa. Ce qui, bon, si on peut en parler pendant des heures parce que c'est un pays en guerre, on est un pays arabe, la moindre des choses, c'est qu'on ne pouvait pas avoir un visa. Mais nous, on a eu cette information à Au Orient, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à avoir l'information, on a écrit un article. On a écrit un article qui a été lu, je crois que c'est l'article le plus lu de l'histoire de Au Orient en 2 ans, et là on a créé un effet boule de neige, c'est-à-dire que les médias nous ont repris, des médias avec beaucoup plus de portée nous ont repris, et forcément c'est pas un sujet qui les aura intéressés parce que le filtre médiatique qui existe n'est pas le même que celui d'un webzine. Du coup, on a fait sortir une information qui n'aurait pas été prise en compte par les médias traditionnels, et elle a été reprise, elle a été diffusée, et le lendemain ou 2 jours après, Farah Shamma a eu son visa. Donc ça montre déjà qu'on a une influence, pas en tant qu'Au Orient, spécifiquement Au Orient, mais en tant que jeunes qui pouvons nous projeter dans des espaces numériques où il n'y a pas de censure, où il n'y a pas de contraintes liées à l'argent, liées au pouvoir politique, au ministère de la Communication, des choses comme ça. Donc ça pour moi c'est ce qui est important dans Internet, c'est que les médias n'ont aucun coût d'entrée, aucun coût de sortie, et n'importe qui peut venir donner son avis. Et bien sûr, l'avis de n'importe qui, ça peut aussi être n'importe quoi. Mais c'est là qu'intervient la responsabilité éditoriale de Norian et de vraiment créer un truc qui soit cohérent, qui ne soit pas juste une compilation. Et là, on essaie de devenir prescripteur sur des sujets, c'est-à-dire ne plus seulement agir en relais d'un artiste qui a créé une chanson qu'il a mise sur YouTube et qui est géniale et qu'on va publier. Il s'agit aussi de créer du lien entre les artistes, peut-être les faire rencontrer, de créer organiser un concert, faire une expo, être commissaire d'exposition, pourquoi pas. C'est vraiment des choses, un champ des possibles qui est immense en fait. Surtout dans un pays comme le Maroc où la scène culturelle, je ne dirais pas qu'elle est atrophie parce que ce n'est pas du tout vrai, mais elle est un peu morte parce qu'il n'y a pas les infrastructures institutionnelles, financières,
pour suivre ce que va faire un artiste. Alors, deuxième grand thème de la démarche, c'est le fonctionnement. Et ça, c'est beaucoup plus concret, c'est comment on fait fonctionner un magazine, un webzine, qui n'est pas professionnel, c'est-à-dire qu'on est tous bénévoles. On n'a pas gagné un sou dessus, mais c'est pas le but, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Mais ça implique des contraintes rédactionnelles et organisationnelles, parce que en gros, on est trois fondateurs, on est une équipe réduite de 8 personnes, mais en tout, on est 50 rédacteurs qui auront écrit un jour ou l'autre pour Honorien. Tous étudiants. Donc forcément, on a des contraintes qui font que, par exemple, quand il y a des partiels, c'est pour tout le monde en même temps et personne ne peut en écrire. Donc il y a des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des contingences, il y a des contraintes qu'on ne maîtrise pas, mais qui nous donnent aussi une liberté en termes de rythme de publication, en termes de contenu éditorial, qui n'est pas la même que dans un média traditionnel. Pas traditionnel au sens papier, mais traditionnel au sens entreprise de presse. On ne sait pas une entreprise de presse, et on a cette liberté de pouvoir dire ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas de contraintes liées au fait d'avoir un annonceur qui va nous dire ne publiez pas ça parce que ça va à l'encontre de la pub que je mène. Et c'est une vraie liberté que la jeunesse marocaine doit acquérir, parce que pour moi c'est important de pouvoir donner à tous le moyen de parler sans passer par un filtre, sans devoir envoyer un mail au DIRPUB ou des cadres de la rédaction d'une société de presse. Donc, moi j'encourage vraiment n'importe qui à créer un média, parce qu'on a cette chance que c'est gratuit, et de pouvoir exprimer des opinions qui seraient dissidentes, qui seraient complémentaires, qui iraient même dans le sens du discours dominant, mais qui ne seraient pas formulées pareil, qui ne seraient pas relayées de la même manière. C'est-à-dire que la presse au Maroc, il y a 300 000 tirages de quotidiens au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a 300 000 quotidiens qui sont tirés tous les jours au Maroc. Express, c'est à mon avis 1 million de fois par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, c'est agir sur les relais, agir sur la production du contenu, agir sur les réseaux qu'on va créer avec les artistes, pas que les artistes, c'est-à-dire les cinéastes, au sens vraiment large, les acteurs de la culture. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant dans l'entreprise Honorien, dans l'entreprise en tant qu'aventure, c'est de pouvoir faire ça. Après, il y a des contraintes techniques. Une fois qu'on sort de c'est trop bien ce que je fais, moi je suis un artiste et j'écris sur ce que j'aime, il y a des contraintes techniques qui sont, écoutez, moi j'ai pas réussi à écrire mon article hier parce que j'ai un examen, et écoutez, on n'aura pas d'article pendant 2 jours. Ça c'est mauvais, mais c'est des contingences. C'est des choses qu'il faut apprendre, c'est des choses qui s'apprennent sur le tas, et avec 2 ans d'expérience, on n'est plus dans la même optique qu'en 2013, où on avait vraiment des fois du mal parce qu'on n'avait pas les réflexes, on n'avait pas les... donc voilà, si l'un d'entre vous est un jour tenté par la création d'un média, qu'il soit télévisuel, audio, enfin, au sens, on peut faire des podcasts maintenant, donc on n'est même plus obligé de passer par la AK pour créer une chaîne télé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles maintenant grâce à Internet. Je vous apprends rien, bon, je sais que je vous apprends absolument rien, mais voilà, c'est l'expérience que je partage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que sur Internet tout est facile, parce que ce n'est pas le cas, que le simple fait de ne pas avoir de bureau, de ne pas pouvoir se retrouver tous les jours pour discuter sur une conférence de rédaction, c'est une contrainte, parce qu'on n'est pas tous connectés sur Facebook en même temps, on n'est pas tous disponibles au même moment. Donc créer une entreprise, soit un média d'ailleurs, ou n'importe quelle start-up sur Internet, c'est des contraintes auxquelles il faut s'adapter. Donc après, ce qui est intéressant aussi dans notre génération, c'est que, dans notre génération, mais je dirais également dans l'économie qui caractérise notre génération, c'est-à-dire dans l'économie 2.0, l'économie du partage, Uber, Airbnb, des choses comme ça, on fait partie de ça en fait parce qu'on est sorti des catégorisations. On est un média, certes, on n'a pas de journalistes, on a quelques journalistes qui travaillent avec nous, à côté. Donc on n'a pas les pressions des journalistes, on n'est pas obligé, on écrit sur ce qu'on aime, on n'écrit jamais sur ce qu'on n'aime pas parce que ça, c'est un travail de journaliste. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir une équipe très, très pluridisciplinaire, c'est-à-dire que moi, si je prends mon exemple personnel, j'ai fait sciences politiques, l'autre fondateur est en droit, le troisième est en architecture. On a des gens qui ont fait des écoles d'art, on a des gens qui ont fait HEC Paris, et des licences de philosophie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce modèle où le journaliste, le journaleux avec les lunettes, il va aller faire son article, son papier, son 5000 caractères, il va le sortir parce qu'il doit le sortir. On écrit parce qu'on aime ce qu'on fait et que forcément on a des points de vue très différents sur certains sujets. Et on a des gens qui sont un peu plus rêveurs que d'autres, on a des gens qui sont plus terre à terre que d'autres, et ça permet une diversité de points de vue sur des sujets qui, dans le paysage politique, seront plus traités de manière journalistique avec qui, quoi, où, comment, pourquoi, donc les 5 questions journalistiques, et d'avoir des nouveaux formats, des formats web, des fois plus dynamiques parce que ça nous permet d'avoir du son, de l'image, des choses comme ça,
des fois plus scientifique, parce qu'on peut faire ça aussi, et que c'est une des forces de notre équipe, c'est qu'on n'est pas que des journalistes, comme je viens de le dire, mais on a des gens qui font des très bonnes études, qui ont des références scientifiques au sens académique du terme, où on peut écrire sur des articles, on peut écrire sur des sujets, des articles qui ne sont pas forcément très lus, parce que c'est pas ce qui marche le plus, mais on est crédible dans notre démarche. C'est-à-dire que quand on écrit sur une chose, on n'écrit pas parce qu'on a envie d'écrire, de donner son avis, on écrit parce qu'on a ce background de scientifique, académique, des références, des auteurs, des gens qui nous permettent de le faire. Et donc, moi je trouve que c'est l'originalité de Honorian, c'est que sur le sujet du monde arabe, à la fois on est vraiment à l'affût, on fait de la veille sur des artistes, sur des auteurs, sur des choses, et en même temps on se permet, parce qu'on a le temps de le faire et que c'est ainsi fait, de traiter de sujets beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus sérieusement qu'un éditorial pour le dire ainsi, d'un vieux journaliste ou de quelqu'un qui est dans la presse depuis 40 ans et qui a intériorisé les réflexes de la presse marocaine. Donc voilà. Et après, il y a des perspectives d'avenir, c'est-à-dire que, ok, on écrit un magazine, mais on sait très bien que le monde arabe en tant que tel, c'est un sujet de niche. Il y a très peu de publications qui s'occupent de ça. Dans le papier, il y a des gens comme, il y a Moyen-Orient, il y a des diptyques, des choses comme ça. Dans le web, on est 4 ou 5. On a Honorian, il y a Orient 21 qui est sur un autre positionnement puisque c'est vraiment de la politique. On a Reorient qui est en anglais, du coup c'est pas forcément la même cible. Et on sait que sur des sujets de niche comme ça, on n'aura pas la grande écoute ou beaucoup de temps de cerveau disponible, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va intéresser les gens que ça intéresse déjà à la base, on va en convertir quelques-uns, mais on va rester dans un 4 ans. Et donc c'est là que les perspectives d'avenir peuvent être intéressantes parce que ça permet de créer du lien vraiment du lien social et du lien artistique et du lien culturel. Et donc, par exemple, là on a un projet, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, ça s'appelle Honorian Tour. Donc Honorian Tour, c'est quoi? C'est d'envoyer pendant 6 mois dans une lehla, au sens vraiment arabe, de la philosophie arabe du terme, une lehla, 3 personnes de l'équipe dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'ils vont passer pendant 6 mois, elles vont aller au Maroc, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, ainsi de suite, dans 8 pays arabes si mes souvenirs sont bons. Et donc peut-être, et là les projets sont encore à venir, mais ça peut être là comme ça à la louche, ça peut être faire une résidence d'artiste, ça peut être que l'un d'entre nous soit commissaire d'une exposition qu'on pourrait faire, par exemple, je ne sais pas, à Paris, à la Maison du Maroc, où on inviterait des artistes à exposer des œuvres et on créerait une exposition sur un sujet qui n'est peut-être pas traité ou qui a été traité, qui n'a pas été traité avec le regard que l'on veut. Donc voilà, on veut se poser en prescripteur, en acteur, pas majeur, mais au moins dont la vie compte sur certains sujets. On avait organisé par exemple à Rabat un concert avec avec une Allemande d'origine marocaine qui avait un label, qui voulait absolument faire un concert à Rabat, donc on s'est débrouillé pour avoir un concert. Et ça crée plus que juste un clic sur internet, ça crée des gens qui vont à la rencontre de leur propre culture et qui vont la redécouvrir sous d'autres thèmes. Parce que par exemple, pour moi, quand on parle d'électro-arabe, moi je suis un grand fan d'électro, et donc quand on parle d'électro-arabe, la plupart du temps c'est des gens qui reprennent des constructions musicales, des valeurs musicales qu'on retrouve en Europe. Mais moi quand je vais écouter un DJ, j'ai pas envie qu'il me donne, parce que je peux écouter sur YouTube chez n'importe quel DJ, chez quelqu'un qui est connu dans les labels. J'ai envie de quelqu'un qui va me donner une musique qui va être en phase avec ce que moi je connais au Maroc, c'est-à-dire en termes d'instrumentalisation, en termes d'instruments, en termes de beats, en termes de mesures, etc. Et ces artistes-là en particulier ne sont pas toujours très connus parce que la presse ne s'y intéresse pas, parce qu'eux n'ont pas les relais. Donc nous on essaie d'agir dans ce lien entre la jeunesse qui est avide de ce genre de choses, et on le voit à travers les commentaires qu'on reçoit, à travers les encouragements qu'on reçoit, mais aussi à travers des fois les suggestions qu'on reçoit, c'est-à-dire des gens qui disent qu'il faudrait parler de ça parce que c'est intéressant que ça rentre dans le cadre. Donc voilà, on essaie de faire office de cette plateforme, pour l'instant sur le virtuel, c'est-à-dire parler du dernier album de X, parler de tel film, etc. Peut-être un jour dans la réalité, on va être producteur de sens médiatique, culturel et artistique. Donc voilà l'ambition dans laquelle on est. Et écoutez, je pense que peut-être que j'ai fait le tour de la question, je ne sais pas si... Enfin, j'ai peut-être pas fait le tour de la question parce que j'aurais pu encore en parler pendant des heures si j'avais le temps de formuler plusieurs trucs. Mais s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous voulez réagir, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, pour moi, c'est fini, c'est très gentil de m'avoir écouté. Merci.
Monsieur Boutoulen Soubomedi. Et donc là, on enchaîne avec notre deuxième intervenant. Merci encore une fois. Merci.